Le travail. Si tu as suivi au moins un petit peu de l'histoire des machines simples, tu as peut-être compris un truc. C'est que, en utilisant une machine simple, tout ce qu'on gagnait en force, on le perdait en distance parcourue. Et d'ailleurs, t'es pas la première personne à le remarquer. Un certain Simon Stevin, un ingénieur flamand de la Renaissance, qui avait une belle moustache, mais surtout un beau collier à froufrou. D'ailleurs, je me suis renseigné, et ce collier, ça s'appelle une fraise, et c'est très difficile à trouver en magasin aujourd'hui. Bref, Simon Stevin, il a travaillé sur les machines simples, et il en a conclu pareil. Il n'y a pas de miracle. Tout ce qu'on gagne dans l'un, on perd dans l'autre. Alors ici maintenant, on va être un peu plus spécifique sur cette notion de déplacement. Tu comprends sûrement que si tu déplaces un sac sur une distance de 1 mètre, c'est différent de le déplacer horizontalement de 1 mètre ou verticalement de 1 mètre vers le haut ou vers le bas. Donc quand on étudie les forces et les mouvements, on a besoin non seulement de connaître la distance parcourue, mais aussi la direction et le sens. Et ces trois notions-là sont incluses dans la notion de déplacement. Le déplacement, c'est un vecteur qui relie un objet entre sa position initiale et sa position finale. Il comprend donc une direction, un sens et une grandeur, ou une intensité. Donc la morale de toute cette histoire sur les machines simples, c'est que si le changement de force est toujours compensé par un changement de déplacement, eh bien en fait, le produit force fois déplacement, il est constant. Et ce produit de la force et du déplacement, c'est ce qu'on va appeler le travail. Le travail, symbolisé grand W, pour sa traduction en anglais, W pour work. Eh bien, illustrons. Si tu imagines un bloc posé sur le sol, peu importe sa masse, disons 64 kg par exemple, eh bien, si on imagine que toi, tu le déplaces en exerçant une force constante de 100 newtons sur une distance de 2 mètres, alors tu as effectué un travail de 100 fois 2, ça fait 200 newton-mètres. Alors justement, ces unités, comme on trouvait ça plus stylé de leur donner un nom bien propre au travail, on a rebaptisé du coup ces unités les joules. Non pas en l'honneur d'un rappeur français dont on ne discutera pas le niveau de talent ici, mais en l'honneur de James Joule, un physicien anglais qui a beaucoup travaillé sur les notions de travail et d'énergie aussi. Ok, donc tu as mis un objet en mouvement grâce à ton travail. Bravo. Maintenant poussons ça un cran plus loin. Si tu veux déplacer ce bloc, mais cette fois, la force que tu exerces n'est pas directement alignée avec le déplacement. La force n'est pas parallèle au déplacement. Alors là, le vecteur F, il serait par exemple à un angle alpha par rapport au vecteur déplacement D, comme ceci. Dans ce cas, on va devoir nuancer. La force comprend en fait deux composantes. F peut être décomposée en une composante parallèle au déplacement et une composante perpendiculaire au déplacement. Et l'entièreté de la force ne contribue pas au déplacement de l'objet du coup. En fait, quelle part de F effectue vraiment un travail ici ? Celle qui est parallèle au déplacement. La composante perpendiculaire, ici la verticale du coup, elle va contribuer à réduire la force de contact avec le sol, mais elle ne provoque pas elle-même de déplacement. Donc on peut généraliser notre équation du travail. Le travail d'une force, ça correspond à la grandeur de la force parallèle au déplacement fois le déplacement, ou F parallèle fois D. Et si tu regardes ces vecteurs, regarde F, regarde D, et regarde maintenant F parallèle, tu le vois peut-être, mais tu as ici un magnifique triangle rectangle. Et il y a un lien entre F parallèle et l'angle alpha, tu le vois aussi. Le cosinus d'alpha, ça correspond au rapport F parallèle sur F. Et du coup, F parallèle est égal à F fois cos alpha. Autrement dit, le travail d'une force, ça peut être calculé comme étant, rassemblons tout, F fois D fois cosinus alpha. Et ici, en fonction de ton niveau de maths, ça te dit quelque chose ou non, mais ça revient également à dire que le travail d'une force, ça correspond au produit scalaire du vecteur de force et du vecteur de déplacement qu'elle provoque. Voilà. Et d'ailleurs, imagine maintenant qu'une force s'oppose carrément au déplacement. Par exemple, les frottements, qui s'opposent toujours au déplacement. Ils sont de sens opposé au déplacement, du coup.
Imaginons que ce bloc se déplace vers la droite de 5 mètres parce que toi tu tires dessus, mais qu'une force de frottement s'exerce depuis le sol sur le bloc vers la gauche avec une intensité de 50 newtons. Eh bien, le travail de cette force de frottement se calcule de la même façon. Le travail W de la force de frottement est égal à la force de frottement, 50 newtons, fois le déplacement 5 mètres, fois le cosinus de l'angle entre la force de frottement et le déplacement. Ici, on a un angle de 180 degrés. Eh bien, le cosinus de 180 degrés, ça vaut moins 1. Donc, les frottements exercent un travail de moins 250 joules sur le bloc. C'est un travail négatif, et ça veut dire quelque chose. En fait, si un travail est positif, ça signifie qu'il contribue au déplacement. Et on appelle donc ça un travail moteur. Par contre, si un travail est négatif, ça veut dire qu'il s'oppose au déplacement. Et on appelle donc ça un travail résistant. Toi, en tirant sur le bloc, tu exerces un travail moteur sur le bloc, tandis que le sol, il exerce un travail résistant sur le bloc. Voilà. Alors, dernière petite anecdote, et tu le verras sûrement, si une force s'exerce à un angle de 90 degrés par rapport à un déplacement, ça donne quoi? Eh bien, dans ton équation de calcul du travail, le cosinus de 90 degrés, ça vaut 0. Donc une force exercée perpendiculairement à un déplacement n'exerce aucun travail. Tadam!